Et nous sommes en direct. Bonjour et bienvenue à toutes et tous, ceux qui nous suivaient déjà depuis ce matin, 10 heures, ou ceux qui viennent tout juste d'arriver. La session de maintenant, c'est avec Antoine Lereux. Et je vais laisser la main à Alexiane Thérochère-Barbançon pour nous laisser parler podcast. On va essayer d'entendre l'Europe, on va essayer de lui donner de la voix avec cette séquence dédiée aux podcasts européens. Je te laisse la main, Alexiane Thérochère-Barbançon, qui est en charge justement de la production des podcasts au sein de l'équipe du Taurillon. Alexiane, c'est à toi. Merci Jérôme, bonjour à tous. Bonjour à vous Antoine. Bonjour. Alors, Antoine, vous êtes fondateur de Bulle Média et vous avez lancé il y a un an peut-être le réseau de podcasts européens Europods. Donc, vous faites des séries de podcasts ou des podcasts plus thématiques en plusieurs langues. Et je dois vous avouer que ma préférée, c'est quand même sur les jeunes leaders. Alors, pour commencer, je vais vous demander une question que j'aime poser, surtout une question assez traditionnelle, c'est comment vous êtes tombé dans le milieu des podcasts? Alors, dans le milieu des podcasts, je m'attendais à comment je suis tombé dans le milieu des affaires européennes, mais on va commencer peut-être par les podcasts. D'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux de participer à cet événement important. Le podcast, ça vient assez logiquement de ma passion pour la radio, parce que je suis un passionné de radio que j'ai découvert en école de journalisme il y a maintenant 15 ans. Et j'ai commencé par faire de la radio, j'ai commencé par m'intéresser à l'Europe. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Varsovie. Et au gré de mes pérégrinations, entre guillemets, j'ai travaillé à la radio et j'ai commencé à produire des émissions de radio par moi-même. Et finalement, j'ai eu un petit peu de chance parce que je commençais à essayer de vendre mes émissions de radio à des grands médias, à des grandes radios en France. Et à ce moment-là, la vague podcast, entre guillemets, a déferlé. Donc, à l'époque où j'ai commencé, le podcast était déjà très, très présent aux États-Unis et commençait à arriver en Europe. Donc, je me suis dit que c'était le moment de développer ce format qui commençait finalement à être à la mode. Et j'ai associé ma passion pour la radio à ma passion pour les affaires européennes. Et c'est comme ça que j'ai créé Bulle Média. Donc, Bulle Média, agence de production de podcasts européens basée à Bruxelles. Très bien. Donc, là, c'est avant d'aborder le côté plus technique de production d'un podcast, on va rester sur votre expérience personnelle et vos histoires. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager lorsque vous avez produit, écrit votre premier podcast? Alors, c'est un petit peu difficile parce que j'ai longtemps travaillé en radio, j'ai animé des journaux à Lyon, ça a commencé à Lyon, d'où je suis originaire. Et puis, je dirais que la première fois que j'ai produit, non pas mon premier podcast, mais disons ma première émission de radio en tant que producteur, c'était à Londres. Et en fait, je suis allé à Londres parce que j'adore la façon dont les Anglais font de la radio. D'accord. Et du coup, en tant que passionné de radio, je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller y passer un petit peu de temps. Et c'est à Londres, alors assez paradoxalement finalement, que je me suis rendu compte que l'Europe était si importante parce qu'à Londres, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, des Européens qui voyageaient. Et je me suis aussi rendu compte à Londres qu'on parlait de l'Europe d'une manière, comment dire, d'une manière parfois un petit peu biaisée. Donc voilà, je me suis dit ça pouvait être un sujet. Et le premier podcast finalement, ou disons la première émission de radio que j'ai produite, c'était une émission déjà sur l'Union européenne. Et c'était une émission issue de mon tout premier projet qui s'appelait à l'époque Europa Bazar. Et en fait, on construisait des chroniques avec d'autres jeunes et toutes ces chroniques, je les soumettais à une personnalité européenne. Et si je me souviens bien, la première invitée, c'était une députée européenne, je ne sais pas si elle l'est encore, qui s'appelait Jean Lamberts. D'accord. Donc, c'est un premier podcast lié à votre passion, l'Europe. Alors ça, c'est une autre question qui est assez peut-être difficile à répondre. Tout simplement, je vais vous demander comment vous choisissez les thèmes que vous abordez dans vos podcasts. Je pense qu'elle est difficile parce qu'il y en a tellement, l'Europe est tellement vaste.
vous avez dit que vous avez beaucoup voyagé, donc j'imagine que vous avez exploré les news, les actualités de beaucoup de pays différents. Alors, comment choisir? Comment faire le tri? Alors, le tri, entre guillemets, depuis que j'ai créé Bulmedia, j'ai plus vraiment à le faire parce que je travaille avec un certain nombre de partenaires et certains de ces partenaires sont des clients. D'accord. Donc, il m'arrive que des clients me disent, par exemple, j'ai envie de faire une série sur, mettons, la géopolitique. Mhm. Moi, je vais m'adapter à ces besoins. Et puis, dans l'immense majorité des cas, à Bulmedia, on travaille soit avec des clients, comme je le disais, ou soit avec des partenaires. Donc, le choix se fait en discutant avec le client ou avec le partenaire. Mais j'ai quand même, au début de Bulmedia, produit des productions propres. Et là, j'ai choisi mes propres sujets. La toute première émission le tout premier podcast que j'ai créé pour Bulmedia, qui a été diffusé sur la Libre Belgique, ici en Belgique, c'était sur Google et sur D'accord. l'influence immense que Google a à Bruxelles et le lobbying qui prend différentes formes. Et en fait, ce podcast, je l'ai fait un petit peu dans la continuité de mon mémoire de fin d'études que j'ai fait au Collège d'Europe, Mhm. qui était consacré à Google, Facebook ou la vassalisation des médias dans l'espace public européen. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc mon conseil à quelqu'un qui voudrait faire un podcast, c'est évidemment de choisir un sujet qui l'intéresse. Après, il faut faire attention aussi à ne pas être non plus trop dedans ce sujet. Il faut garder un certain recul. Mais voilà. Et donc, ensuite, dans le développement de Bulmedia, on a produit des podcasts de pédagogie, de géopolitique, d'économie, voilà, sur les jeunes. Vous me disiez que vous aimiez bien Local Leader for Europe. Et cette année, la bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on a réussi à stabiliser le modèle économique, on va pouvoir lancer nos propres productions. Et ça, sans en dire plus, ce sera pour mars 2021. Spoiler alerte. Et c'est sur Exactement. notre direct que vous avez décidé de le donner. Merci beaucoup. Alors justement, comment se passe la réalisation d'un podcast européen? Alors, il y a 4 étapes principales. Et nous, j'ai tendance à dire qu'à Bulmedia, on a 4 compétences. La première compétence, c'est la conceptualisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi un sujet ou une thématique pour faire une série, il faut conceptualiser le podcast. Il faut choisir son mode de narration. Donc, par mode de narration, j'entends soit un narrateur qui va raconter une histoire et on va entrecouper cette histoire d'extraits d'interviews qu'on peut avoir fait ou qu'on peut avoir sélectionné sur Internet. Un autre format, ça peut être une interview, donc un invité et un hôte, un animateur. D'autres formats existent, mais ça, c'est la première chose à faire. C'est vraiment important, quand on veut créer un podcast, de se concentrer sur ça, sur le concept. Une fois qu'on a trouvé le concept, on peut passer à ce qu'on appelle la production. Donc, la production, c'est à la fois aller faire des interviews. Donc, aller faire des interviews, soit aller sur le terrain, soit aller faire en studio, soit aller faire, comme c'est souvent le cas en ce moment, à distance, interview ou rédaction d'un script. Tout ça, ça consiste en la production. Donc, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la post-production. Donc, une fois qu'on a tous les éléments, on a la musique, on a les extraits d'interview, on a tout ce qu'il nous faut, et ben, il faut assembler tout ça, finalement. Donc, le monter, le masteriser. Le mastering, c'est un travail qu'on fait sur les voix, et le mixer. Troisième étape, donc la post-production. Et puis la quatrième étape, qui est une étape absolument fondamentale pour un podcast, mais comme pour tout produit culturel ou journalistique, c'est la promotion. Et pour faire de la promotion, la solution la plus simple, c'est d'aller sur les plateformes, évidemment, pour le podcast. Mais il faut ensuite générer de l'audience sur ces plateformes. Et pour ça, il y a différents moyens, il y a différents outils, il y a les réseaux sociaux. Et puis c'est là peut-être qu'on peut en venir aussi à Europod, que j'ai aussi lancé, qu'on a aussi lancé pour ça, pour faire de la promotion. Très bien. Alors parlons de la promotion. Quelles seraient vos astuces? Parce que les podcasts, comme vous l'avez dit, c'est devenu une vague, c'est devenu commun. Beaucoup de médias de la papier ou beaucoup de radios proposent leur propre podcast. Comment exister face à ces géants déjà implantés? Est-ce que pour vous, la promotion, c'est vraiment l'outil nécessaire, en plus du contenu, j'imagine? Quels seraient au final vos petits tips
ou votre botte secrète? Pas si secrète que ça. Botte secrète, je n'irai pas jusque-là, mais je peux donner effectivement quelques conseils. Le premier, il tombe sous le sens. C'est une stratégie efficace sur les réseaux sociaux. Donc, promouvoir son podcast. L'avantage du podcast, c'est que c'est un format qui permet de créer une communauté autour de lui, à condition que le podcast soit bien réalisé, qu'il s'intéresse à un sujet effectivement qui est susceptible d'intéresser suffisamment de personnes. Mais on peut créer cette dynamique de communauté. Et ça, évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont absolument indispensables. L'autre conseil que je pourrais donner, c'est de trouver un partenaire média. Parce que même maintenant que les réseaux sociaux ont une telle importance, les médias demeurent et fort heureusement importants et ont des audiences. Et donc, quand on se lance dans le podcast et si on veut créer son propre podcast, un partenariat média permet non seulement de lui donner une légitimité au podcast, mais aussi de lui donner une audience. Donc moi, ce seraient les deux premiers conseils que je donnerais, donc être actif sur les réseaux sociaux et trouver un partenaire média. Et puis après, il y a plein d'autres conseils que je pourrais donner. J'ai appris récemment que, par exemple, on pouvait soumettre un podcast à Apple pour que son podcast apparaisse sur la frontline, le bandeau sur Apple Podcast. Donc, il faut encore être sélectionné, mais il y a la possibilité de le faire. Donc, j'imagine que, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire pour une de mes futures productions. Il faut que cette production réunisse un certain nombre de critères et génère déjà un petit peu d'audience par elle-même. Mais voilà, ça peut être une troisième étape, une fois qu'il y a déjà une petite audience, d'aller le proposer, de le soumettre à Apple, et peut-être que Apple va en faire la promotion. Très bien. Ce sont des bons conseils qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'une sourde pour ma part. Bon, très bien. Alors, je vais passer sur une thématique un peu plus générale et notamment liée à un des débats vis-à-vis de la visibilité de l'action de l'Europe, etc. On reproche souvent à l'Europe de ne rien faire ou alors de faire des choses mais dans son coin. Alors, j'imagine que pour vous, pour remédier à ce reproche, les podcasts, c'est le format que vous avez choisi. Ma question pour vous, c'est lorsqu'on fait un podcast sur l'Europe, quel est le meilleur format? Est-ce qu'on doit forcément donner la parole aux Européens ou est-ce qu'on peut faire un très bon podcast, un podcast informatif, en donnant la parole aux institutions ou tout simplement en racontant une histoire sur l'Europe? Alors, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. Je pense que tout type de format peut convenir. Le plus important en radio, et c'est vrai pour le podcast, c'est l'invité ou les invités. Moi, on m'a toujours dit, et je suis d'accord avec ça, que ça fait 70 à 80% du podcast si on a des bons invités. Donc, la priorité, c'est ça, c'est d'avoir un ou plusieurs bons invités. Ensuite, comment mettre à l'aise déjà cet invité et puis lui donner la place la plus pertinente dans le podcast, comment finalement mettre ses propos en lumière, ou plutôt, en l'occurrence, en musique, si on est sur le podcast. Donc ça, c'est ce qui m'apparaît être le plus important. Après, comme je vous l'ai dit, format interview, ça peut être bien parce que l'invité s'exprime. Et encore une fois, c'est lui qui fait la qualité du podcast. Après, on a développé un concept avec toute l'Europe que vous connaissez sûrement, une série qui s'appelle Explique-moi l'Europe, qui est une série de nature pédagogique. Et là, on n'a pas d'invité, mais ce sont deux journalistes qui dialoguent. D'accord. Et ça fonctionne aussi parce que ça nous permet de faire beaucoup de pédagogie. Le risque avec un invité, alors s'il est excellent, l'invité, il va nous faire des réponses de 50 secondes, ça va être tout bien, tout propre, mais souvent des invités parlent un petit peu plus longtemps ou alors vont commencer à se lancer sur un sujet qui n'est pas forcément pertinent pour les auditeurs. Donc là, l'avantage d'avoir deux journalistes, c'est qu'on rédige le texte, c'est hyper calibré et on essaye vraiment de prendre l'auditeur par la main. Ça, c'est une expression qu'on m'a beaucoup donnée,
voilà, que j'ai beaucoup entendu en étudiant la radio et le journalisme. On prend l'auditeur par la main et on lui dit, bah voilà, on en est là, on va aller ici, on s'arrête là, on fait un point sur ça. Donc ça peut être une manière d'expliquer. Après, troisième format dont je pourrais parler ici, mais après j'inviterai ceux qui nous regardent ou nous écoutent à aller voir la page Europod, parce que tous les formats y sont présents. Mais on a développé avec une institution qui s'appelle le Comité économique et social européen ici à Bruxelles, on a développé une série aussi dans laquelle on fait 3 interviews. Ensuite, on édite chacune de ces interviews, on en garde les meilleurs extraits et ensuite, on crée une narration. Et dans ces 3 interviews, il y a un académique ou journaliste, une personnalité de la société civile et une personnalité de l'institution. Et ces 3 personnes, on les fait dialoguer en construisant une narration autour de ça. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes formules. Très bien. C'est plutôt clair. Le format narration, si on s'y arrête quelques instants, est-ce que ça vous demande plus de travail au niveau de l'édition qu'une interview? Et si on parle d'une étape cruciale lors de la réalisation d'un podcast, c'est quand même l'écriture de la trame ou du script, selon différentes terminologies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la charge de travail induite par un podcast de narration par rapport à un podcast basé sur des interviews? C'est beaucoup plus de travail. Ça, c'est très clair. Parce que pour une interview, une fois qu'on a trouvé le bon invité, 90% du travail est fait. C'est-à-dire qu'après, nous, notre rôle, ça va être de préparer les questions, d'enregistrer dans des bonnes conditions l'émission, et puis ensuite de faire un travail de montage, de mastering et de mixage et de diffuser. Alors que créer une narration demande beaucoup plus de temps, demande beaucoup plus de recherche. Donc, voilà, ça demande plus de temps. La narration, alors moi, comment je procède quand je veux réaliser un podcast? En général, je commence par faire des recherches préliminaires, c'est absolument indispensable. Donc, l'idéal, moi, j'aurais tendance à conseiller d'essayer de synthétiser ces recherches sur 2-3 pages avec des bullet points pour avoir des éléments. À l'issue de ces recherches, déterminer quels vont être les invités pertinents pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant la recherche. Ensuite, aller faire les interviews. Une fois qu'on a fait les interviews et qu'on a fait nos recherches, là, on va sélectionner les extraits importants dans les interviews et on va commencer à rédiger notre narration. Et c'est là que ça devient très difficile, c'est qu'il faut construire cette narration et insérer ces extraits au bon endroit. De mon point de vue, c'est ça qui est le plus difficile, ouais. Mais... J'imagine, parce que vous devez faire peut-être plusieurs essais de plumes pour voir quel ton adopter, si ça correspond. Ensuite, j'imagine que lorsque vous y prêtez votre voix, vous faites aussi plusieurs essais. Alors, dites-nous un petit peu, lors de la production, une fois que l'écriture est achevée, qu'il faut le mettre en musique, si je reprends vos paroles, quels sont vos meilleurs conseils? Quelles sont vos techniques? Quelle est votre manière de procéder au final? Est-ce que vous vous levez chaque matin, vous essayez devant votre miroir le texte que vous avez écrit, comme si vous alliez prononcer un discours, ou est-ce que c'est beaucoup plus spontané? Alors, j'aurais tendance à dire que la spontanéité n'existe pas en radio ou en podcast, ou alors très peu. Et je trouve qu'une personne qui passe bien à la radio ou qui passe bien dans les podcasts, c'est quelqu'un qui donne l'impression de la spontanéité, mais en fait qui a travaillé énormément en amont. Donc, moi, le travail sur la voix, c'est un des travaux qui m'a le plus intéressé depuis une quinzaine d'années que je travaille soit à la radio, soit sur des podcasts. J'aurais tendance à dire 2 choses. La première, c'est que déjà, quand on écrit un podcast ou une émission de radio, il faut la parler, il faut la dire. Donc, pendant qu'on est en train d'écrire, de taper sur son ordinateur, on dit à voix haute ce qu'on est en train de taper. Et déjà, ça nous permet de nous rendre compte, s'il y a une phrase trop longue, qu'on n'arrive pas à la dire, que ça ne passe pas, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de répéter son texte.
Alors, je n'irai pas jusqu'à aller devant ma glace pour répéter mon texte, pas nécessairement, surtout pas en radio. Mais en revanche, le répéter, essayer de trouver la bonne tonalité, essayer de le présenter à des gens. Et après, ce qui va faire une bonne voix en radio, c'est ce dont je parlais au début, c'est-à-dire ce mix entre spontanéité et naturel et gros travail en amont. Après, quelqu'un qui se lance dans le podcast du jour au lendemain, s'il n'a jamais fait de radio avant, etc., ça va prendre quelques années. Moi, mes profs en radio, à l'époque où j'étudiais le journalisme, m'ont dit il faut 5 ans pour faire une voix radio. Donc, moi qui fais de la radio, maintenant, quand je fais un podcast, quand je lis un texte, je trouve qu'il y a encore toujours à redire sur ce que je fais, même si je commence, après toutes ces années, à être à peu près satisfait de ce que je fais. Mais c'est un travail je pense, qui n'est jamais fini, en fait. C'est au final une façon d'apprendre tout au long de votre vie. Oui, absolument. En parlant d'apprentissage, et on en apprend tous les jours sur les podcasts, on en apprend tous les jours sur la manière dont les auditeurs perçoivent les podcasts, les messages qu'on veut leur faire passer. De votre côté à vous, quel est l'avantage d'un podcast par rapport à la radio et quel est, dans le sens inverse, son inconvénient? Alors, l'avantage principal, et moi j'en ai bénéficié, c'est que le podcast offre une liberté immense, presque totale, parce que une personne avec quelques compétences en radio, en journalisme, avec un microphone, avec 2-3 invités, peut faire un podcast. Et peut faire un podcast sur le sujet qu'il souhaite. Il n'a pas à le soumettre à un rédacteur en chef ou à une équipe de production, etc. Donc, l'avantage du podcast, c'est ça, c'est que c'est un format qui permet finalement de faire un petit peu ce qu'on veut et qui permet qui permet à beaucoup de gens de tenter leur chance, entre guillemets, sur ce format-là. Donc ça, c'est l'avantage principal. Le désavantage, ce pourrait être vu qu'on n'est pas, parce que quand on crée une émission de radio, on s'inscrit dans une ligne éditoriale. Là, ce n'est pas le cas. Donc peut-être que cet excès de liberté peut parfois nous conduire à faire des erreurs et à ne pas suffisamment cadrer notre travail. Mais pour être honnête, j'ai donné un avantage et un désavantage, mais je trouve que le podcast s'inscrit dans la continuité de la radio. Et que moi, aujourd'hui, je fais du podcast, mais je reste d'abord et avant tout un passionné de radio. Cela fait une transition parfaite avec la première question que j'ai reçue. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de lire vos questions, forcément. Antoine sera sûrement content d'y répondre aussi. Alors, la première question, ça fait référence à ce qui s'est dit cette journée. Donc, Stéphane Leneuf, qui est rédacteur en chef politique, pardon pour le bruit de fond, rédacteur en chef politique de France Inter, a dit que lors de la conférence de 14h, que les podcasts seraient en fait l'avenir de la production audio en Europe. Quelle est votre opinion sur cette question et pourquoi au final ? Alors, je ne suis pas complètement en désaccord avec cette affirmation, mais j'ai tendance à considérer que les podcasts sont la continuité de la radio et que radio et podcast, par radio, j'entends grande chaîne généraliste comme celle à laquelle appartient Monsieur Leneuf, c'est France Inter, et studio de podcasts indépendants vont finalement cohabiter. Alors après, ce que je comprends dans sa question, c'est que aujourd'hui, on est en train de passer, il y a différentes évolutions à la radio, on est en train de passer au DAB+, avant on était à la FM, etc. Il y a différentes évolutions techniques. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on rentrera dans notre voiture et on dira « Europod ». Mets-moi un podcast Europod, mets-moi un podcast France Inter. Donc peut-être que de ce point de vue-là,
le podcast, peu à peu, va prendre une place de plus en plus importante. Mais moi, je reste persuadé que, et en tant que passionné de radio, voilà, je le dis, avec le cœur, entre guillemets, mais je suis persuadé que les gens vont continuer à écouter la radio et vont continuer à écouter la matinale, vont continuer à écouter le 18-20. Moi, je continuerai à écouter France Inter, je continuerai à écouter France Culture, qui sont des radios qui sont incroyables. Voilà, alors après, peut-être qu'il y a des nouveaux studios bon, comme le mien. Alors, Bulle Média, ce n'est pas le plus grand studio en Europe, mais il a vocation à grandir. Et puis, il y a plusieurs boîtes de production en France, en Allemagne, etc. Peut-être que les studios de podcast vont un petit peu réveiller les radios et voilà, ça va créer une forme de concurrence saine, mais je ne crois pas que le podcast sonne comme la fin de la radio. Vous l'avez répété, c'est plutôt dans la continuité, une sorte de complément également. Absolument. Pour ma dernière question, j'aimerais vous interroger sur votre capacité à vous projeter dans le temps et surtout à traverser la barrière espace-temps. Et si on arrivait à créer une sphère publique européenne par la presse écrite, par la radio, par les podcasts? Comment souhaiteriez-vous y contribuer avec votre studio ou les séries que vous avez actuellement ou en projet? Alors, c'est une question qui est très intéressante et j'espère qu'un jour, on arrivera, nous, tous ensemble, Européens, à créer cette sphère publique européenne qui aujourd'hui, il faut être honnête, n'existe pas vraiment, ou du moins dans un périmètre très, très limité. J'ai presque envie de dire à l'échelle d'une ville qui est Bruxelles. Oui. Donc, j'espère vraiment qu'on va y contribuer. Alors moi, j'espère essayer du moins d'y contribuer dès à présent. C'est-à-dire que le postulat de Bulle Média et d'Europod, c'est d'européaniser les contenus. C'est-à-dire ce que je regrette, moi, en tant que Français, et je suis très fier d'être français, je suis très intéressé par la France et par ce qui se passe en France, mais qu'en France, très majoritairement, les journalistes, quand ils parlent de l'Europe, ils en parlent du point de vue français. Et je suis sûr que vos invités précédents vous ont parlé des conseils européens où on a une espèce de transhumance pour une journée, des journalistes français qui viennent poursuivre le président de la République pour un conseil européen et qui viennent ici à Bruxelles lui poser des questions sur le contexte français. Oui. Voilà. Et je pense que ça, c'est un peu, non pas problématique, parce que ce n'est pas à moi de juger de ça finalement, mais c'est ça qui limite un petit peu notre capacité à parler d'Europe d'une manière, entre guillemets, qui n'est pas biaisée. Donc, j'en reviens à ce qu'on fait avec Bulle Média et Europod. L'idée, c'est de partir de Bruxelles, de travailler avec une équipe européenne. Dans l'équipe de Bulle Média, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Danois, il y a des Italiens, et on essaye de combiner un petit peu toute cette connaissance qu'on peut avoir et on essaye vraiment de créer des contenus qui sont européens et ensuite on va essayer de les diffuser à travers l'Europe. Et en les créant à Bruxelles, alors je ne sais pas si on y parvient, mais du moins on essaye de leur donner un caractère européen et ensuite l'une des solutions, ça peut être de traduire les contenus. C'est-à-dire qu'on va faire un contenu en anglais et on va le traduire en français, on va essayer de le promouvoir différemment en Italie. La difficulté, c'est que les Italiens, les Anglais, les Français, les Allemands n'ont pas les mêmes habitudes d'écoute. Donc, ils ne vont pas forcément réagir au même contenu de la même manière. Mais je trouve que c'est ça qui est à explorer. Et moi, j'y crois, franchement, à la création de cette sphère publique européenne. Et j'espère qu'on est en train d'y contribuer. Vous donnez une note très positive. J'ai appris par l'intermédiaire du dernier podcast d'À nous l'Europe que, par exemple, Le Monde n'avait que 2 journalistes, tandis que la principale chaîne d'information et les principaux médias allemands ont plus de 40 journalistes à Bruxelles, donc il y a une grosse différence. Alors vous, face à cette différence-là, vous proposez une solution toute simple, avoir une équipe qui regroupe plusieurs nationalités, parler une même langue, c'est-à-dire la langue de l'Europe en anglais, avec différentes touches d'accent.
C'est une belle note optimiste et je vous remercie d'avoir partagé toutes vos réflexions, toutes vos expériences et nous avoir donné de précieux conseils. Merci C'était un Antoine. grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir.